Bonsoir. Je laisse tout de suite la parole à Avi qui va mener cette interview avec vous. Alors bonjour Rachel Kahn. Bonsoir, Ravi. Oui, je serais tenté de dire à quelle Rachel Kahn suis-je en train de m'adresser. Depuis toujours, oserais-je dire, hyperactive, championne de France d'athlétisme, actrice, écrivaine, juriste, engagée, associative et j'en passe. En fait, pour vous dire, pour vous suivre même avec délectation, vous incarnez d'une part une identité plurielle, avec un appétit pour l'humanité et un besoin de s'engager et une détermination à se donner les moyens d'intervenir. Vous êtes juriste, spécialiste de droit humanitaire et de droit international. Alors, d'où ma première question. Avec l'expérience que vous avez acquise, pensez-vous qu'il soit possible que la haine anti-israélienne et que, par effet domino, antisémite, puisse devenir plus grave encore que les 1600 actes, je dois être proche du chiffre, les 1600 actes antisémites en France, et que ces manifestations anti-israéliennes et antisémites puissent devenir davantage plus violentes. Rachel Kahn. Merci pour cette question douloureuse, parce que moi je suis d'un état d'esprit, vous connaissez mon pédigré, avec une maman enfant caché, un père aussi venu d'Afrique, des grands-parents qui ont été déportés à Auschwitz, et j'aurais adoré vous dire, mais bien sûr, demain, il y aura plus du tout de problème d'antisémitisme, tout le monde va adorer Israël, etc. Mais malheureusement, il y a les faits. Il y a les faits, et je sais qu'on est aujourd'hui dans une guerre contre les faits et une guerre contre le réel, mais malheureusement, il y a les faits. Il y a en France notamment Toulouse, Ilan Halimi, Mireille Knoll, Hyper Cacher, et j'en passe. Et il y a aussi Samuel Paty, et il y a aussi Dominique Bernard, qui ne sont pas juifs, mais dans ce qu'ils défendaient. Et je pense notamment au principe de laïcité. Le droit de croire ou de ne pas croire, c'est quand même quelque chose qui est dans la religion juive. Le droit de croire ou de ne pas croire, le discernement, la recherche de la vérité, la place du doute. On comprend pourquoi ces professeurs ont été massacrés par le terrorisme islamiste aussi, parce que c'est en lien avec l'état d'esprit de l'étude de la Torah. Ça, je le crois profondément. Après, moi, je me sens une responsabilité de citoyenne pour faire en sorte que l'antisémitisme soit une lutte de premier plan. Et je me sens à un autre niveau que les militaires de Tsahal, évidemment. Mais je sais qu'on est beaucoup de Français aussi, juifs et non-juifs, à se battre dans les médias pour faire comprendre en fait que l'existence d'Israël est une noble bataille, et de me battre aussi contre l'antisémitisme avec ce que je suis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu dans les manifestations cette coupure entre le racisme et l'antisémitisme, alors que pour moi, c'est complètement imbriqué. C'est comme si on disait que les droits de l'homme, c'était pas les droits des femmes. Enfin voilà, en mettant les gens dans des cases, moi j'essaie de rassembler en fait toutes ces batailles-là pour que effectivement nous gardions espoir. Après, je me dis que lorsqu'on est en vie, il y a toujours un espoir, et que en fait c'est un devoir d'avoir l'espoir que l'antisémitisme s'éteigne. Voilà. Mais il y a malheureusement, je peux pas être plus positive que ça. Mais il y a quelque chose quand même qui rassure quand on vous suit un petit peu sur les plateaux ou qu'on vous lit ou qu'on vous écoute. C'est justement cette habitude tenace que vous avez de vouloir échapper à l'étiquette, échapper justement, vous parliez de case, à ce qu'on puisse vous mettre dans une case. C'est une liberté qui semble aujourd'hui disparaître.
on voit de plus en plus une société se claniser. Et dans cette manifestation, ce qu'on a vu, c'est justement ceux qui n'étaient pas là. Les jeunes, la jeunesse. Alors on aura l'occasion de poser la question aussi à notre invitée Isabelle Nizar, qui est chargée des affaires scolaires à la mairie du 16e. Mais cette jeunesse-là, celle qui... Je pense à vous, rebelle à l'école, et pourtant qui va se mettre dans la musique, qui va se mettre dans la danse, qui va se mettre à vouloir devenir actrice, qui va se mettre dans les études, et finalement s'engager, et puis finalement, quand la parole n'est pas suffisamment libre, s'en écarter et passer à autre chose. Finalement, je me dis, mais il y a une génération qui est passée, et l'autre génération, la jeunesse, ça vous inquiète ? Oui. Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu des fondamentaux par rapport à la question de la liberté que vous évoquiez, c'est-à-dire que, et je le tire des enseignements de mon rabbin de l'époque du Talmud Torah, hein, c'est-à-dire que pour moi, cette question de l'Égypte est une question importante, de la sortie d'Égypte est une question importante. Donc c'est vrai que cet amour de liberté et se dire qu'en fait je suis ce que je serai, j'en fais un principe de vie. Et ça on le partage très très fort, et c'est ce que j'essaie de transmettre aux enfants qui ne se mettent pas dans une case, qui ne se mettent pas dans une meute. C'est-à-dire qu'ils ont un nom, un prénom, une signature. Et donc, ils peuvent être individuellement ce qu'ils ont envie de devenir, et jour après jour, de changer, d'être curieux et d'aimer cette vie et de vivre plus que la vie. Je suis inquiet aussi parce que j'ai l'impression que cette jeune génération, je vais utiliser un mot parce que j'en ai un peu marre en fait d'entendre apartheid et colonisation. Et en fait, cette génération est colonisée, et c'est une colonisation qui est pire que toutes les autres. C'est une colonisation mentale. Et ça, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, cette jeunesse qui, normalement, doit vivre cette vie en grand, en voulant faire ce qui l'anime profondément, on a des jeunes qui n'ont plus de désir et qui se mettent dans des clans, dans une meute. On leur pose une étiquette selon leur couleur de peau, leur religion doit appartenir à tel clan, et en fait ça les empêche de vivre et de se réaliser. Et ça, c'est pas du tout la philosophie des Lumières. L'émancipation, c'est quand même un principe de liberté ultime, et c'est ce que j'essaie moi au collège ou dans les lycées de leur transmettre. Mais c'est vrai que c'est inquiétant. Très inquiétant, et ce qu'on peut voir notamment sur les réseaux sociaux, c'est encore plus inquiétant, parce que c'est comme si on leur donnait pas les fondamentaux pour leur discernement, pour leur expression libre, et qu'ils étaient dans des dogmes à répéter des choses qu'ils ne comprennent même pas. Jérôme. Oui, j'avais une question justement, puisqu'on parle de la jeunesse. Les premiers chiffres qui ont été diffusés par le ministère de l'Intérieur montrent que les actes antisémites ont été nombreusement commis par des jeunes. On peut imaginer qu'une des raisons, c'est l'ignorance de ces jeunes. Et là, pour la première fois, on a des images. On a un film d'une 40aine de minutes qui montre les atrocités qui ont été commises le 7 octobre. À la fois des images des GoPro des terroristes et des images qui venaient des kibboutz israéliens. Est-ce que vous pensez qu'on devrait, à une plus grande échelle, montrer ces images à ces jeunes ? Je pense que, alors déjà, je trouve que Gérald Darmanin, depuis la fin de l'été, parce que moi, vous savez, j'ai été insultée par un rappeur, Medine, qui a fait un jeu de mots sur mon nom, rescapé. Le ministre de l'Intérieur était là, il est là, et il est là pour... Et je trouve qu'il fait des choses qui tout de suite, notamment par rapport à cette jeunesse, maintenant, aujourd'hui, ces jeunes-là du métro vont être inquiétés, il y aura des suites. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, par rapport à ces films, je pense que ces jeunes-là, effectivement, auraient besoin de voir ce qui s'est passé en étant accompagnés, en étant avec des médiateurs, avec des gens qui leur expliquent.
Parce qu'en fait, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est pire pour moi que... C'est pire que la Shoah, en fait, pour moi. C'est-à-dire que la Shoah concernait 6 millions de personnes, notamment ma famille, mes grands-parents, etc., les tantes et les oncles de ma mère, le petit cousin de 2 ans, enfin, on a plein d'histoires sur ça. Là, ce qui se passe, c'est que ces images ont été diffusées à travers le monde, et je trouve que notre souffrance, elle est à la même hauteur que le nombre de clics et le nombre de vues. Et que dans le même mouvement, on a du négationnisme, du révisionnisme et des ricanements. Et que ça, c'est pas possible, en fait. Et que c'est très précisément ça qu'il faut apprendre à nos enfants. Et là où les terroristes du Hamas sont pervers et perfides, c'est comme s'ils avaient attendu que nos anciens, qu'il n'y ait plus de rescapés de la Shoah, qu'il n'y ait presque plus, enfin, de moins en moins d'enfants cachés, comme ma mère a été enfant caché, que ces personnes-là vivantes n'arrivent plus à témoigner et que finalement la transmission n'ait pas pu bien se faire avec les jeunes générations pour nous renvoyer un virus contre Israël et contre les Juifs du monde entier. Et ça, il faut l'expliquer, il faut être, à mon avis, très très près effectivement des jeunes, et puisque les images existent, de pouvoir effectivement leur montrer une partie ou d'être accompagné en leur montrant. Merci. Il y a, Rachel Kahn, quelque chose qui paraît paradoxal. Pour tout celui qui connaît la société israélienne, c'est une société jeune, faite d'une jeunesse active, vivante. On parle bien sûr de Tel Aviv, cette ville où on ne dort jamais, mais ce n'est pas simplement Tel Aviv, c'est l'ensemble du pays. Et quand on voit effectivement tous ceux qui aujourd'hui, malheureusement, font partie des disparus, soit dans les combats du 7 octobre, soit après, soit dans ceux qui ont malheureusement trouvé la mort tués par ces barbares, assassinés par ces barbares, on voit une jeunesse raflée. Et pourtant, avant tout cela, on entendait parler d'Israël comme d'une jeunesse Startup Nation, Gay Pride Nation, bref, où tout est vivant, où il y a les jeunes sont partout, et cela n'a pas l'air de toucher, par exemple, des institutions comme Sciences Po, n'a pas l'air de toucher des universités comme l'IEP de Grenoble, n'a pas l'air de toucher des mêmes... puisque vous connaissez bien Tours, l'université de Tours, on se retrouve finalement avec un espèce de mur. Alors, est-ce que c'est le mur de ce que vous suggériez au travers du wokisme, à travers de la décolonisation, de l'indigénisme, qui aurait touché tous les médias, etc. Est-ce que franchement, on n'a pas quand même quelque chose à partager avec cette jeunesse israélienne, cette jeunesse qui semble, comme vous l'avez dit, plutôt muette? Est-ce qu'il y a un moyen de faire quelque chose pour mettre en place des passerelles? Non, mais vos propos sont très justes, et en fait c'est marrant parce que le 7 octobre et puis la manifestation la manifestation ratée de dimanche, je suis un peu dure, mais parce qu'on est dur avec les choses qui nous tiennent à cœur. En fait, ça m'a fait réaliser que ce que j'avais écrit, notamment pour Racé, cet essai en fait sur les mots qui nous séparent, donc cette idéologie wokiste, victimaire, j'avais pas compris pourquoi je m'en étais pris plein la gueule à ce moment-là. Et en fait, c'est le 7 octobre, donc 2 ans plus tard, 2 ans et demi plus tard, que je comprends en fait pourquoi. C'est-à-dire que lorsque je dis que j'écris en tant que femme libre et en tant qu'afro-yiddish, ça ne convient pas. C'est-à-dire qu'en fait, le mur dont vous parlez, c'est très précisément ce que j'ai pu ressentir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes juif, vous appartenez au dominant, vous appartenez à l'autre, mais à l'autre très lointain, à une espèce d'imaginaire totalement fantasmé et qui correspond
qui correspond malheureusement à ce que décrivait Hitler dans Mein Kampf, alors même que c'est une méconnaissance, c'est une méconnaissance de ce qu'était l'antisémitisme à l'époque, puisqu'en fait, il répète exactement la même chose. Et ce qui me trouble beaucoup, en plus, c'est que ces dogmes woke appuient sur la colonisation, appuient et fantasment l'apartheid, tout en dénonçant l'appropriation culturelle, alors que l'apartheid appartient à l'Afrique du Sud. Donc ils instrumentalisent l'apartheid, ils instrumentalisent la colonisation aussi, alors même que quand on connaît l'histoire africaine, comment l'Afrique a été islamisée, puis évangélisée, et a profité en fait de la décolonisation pour une islamisation hyper forte. Et je ne parle même pas de l'esclavage arabo-musulman. Enfin, je veux dire, s'il y a autant de pays musulmans aujourd'hui, 57 pays musulmans, c'est pas venu comme ça par une opération du Saint-Esprit. Les pays musulmans, ça s'est pas fait avec des roses et du chocolat. Ça a été extrêmement violent. Donc moi, en fait, évidemment que cette jeunesse pleine de vie, elle a énormément à partager et que dans la relation, il y a des choses magiques à faire avec ces jeunes en fait d'Europe, d'Afrique, d'Israël et de partout. Et malheureusement, c'est cette colonisation mentale qui fait que ça tue nos jeunes et ça les tue de la potentielle relation qu'ils peuvent avoir avec les jeunes israéliens. Et ça tue très sincèrement leur avenir parce que ce sont des jeunes qui sont dans des prisons identitaires. Et c'est ça que moi je tente de déconstruire, quoi. Ouais. Et justement, si on doit avoir quelque chose qui pourrait répondre à ce défi, est-ce que c'est un retour, vous parlez de laïcité, finalement, au-delà de la laïcité, des valeurs qui font que l'homme peut s'associer à un autre sans pour ça y perdre son âme ou son identité. Je pense à Léopold Senghor quand il disait qu'une vraie civilisation est une civilisation métissée. Vous en êtes l'incarnation extraordinaire. C'est finalement cet enrichissement qui fait qu'on est capable aujourd'hui de construire des mondes inimaginables, alors que ceux qui sont crispés sur leur propre territoire, leurs petits espaces, finalement, ont du mal à envisager ce que pourrait être nos lendemains. Alors, vous qui avez eu cette expérience-là, d'avoir été discriminé, d'avoir été même ostracisé par certains, est-ce que on peut lutter, très franchement, contre ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire cette bataille culturelle que nous imposent les Américains avec les Judith Butler, et puis etc. Est-ce qu'on est capable de lutter contre cela ? Oui, mais alors pour cela, je crois sincèrement qu'il faut de vraies politiques culturelles. Malheureusement, en France, on n'en a pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une vraie politique culturelle, c'est très précisément faire avec nos valeurs et notre héritage des Lumières et l'héritage de Senghor, c'est-à-dire faire comprendre aux jeunes qu'une œuvre, déjà, c'est pas pareil, tout ne se vaut pas, c'est pas pareil que TikTok, c'est pas pareil qu'une vidéo comme ça sur Instagram. Une œuvre, ça prend du temps. Il faut aller trouver en soi ce que veut raconter l'autre, le personnage. C'est toujours... c'est ce que disait Gérald de Nerval sur Jeu est un autre, mais créer une œuvre avec des personnages, c'est toujours se mettre à la place de l'autre, faire toujours des pas de côté. Donc moi je trouve que vraiment, je l'ai répété souvent, que les artistes sont les législateurs de l'ombre. Et c'est le cas dans tous les pays. Malheureusement, là, par rapport à ce qui s'est passé, on n'a pas entendu assez d'artistes. Ce qui était le révélateur de cette politique culturelle qui est défaillante aujourd'hui. Normalement, à l'époque, on avait Yves Montand, on avait Simone Signoret, on avait Camus, évidemment, on avait Joséphine Baker,
qui se levaient en fait contre ces formes d'injustice en tant qu'artistes. Et malheureusement aujourd'hui, ce soft power américain, c'est une colonisation culturelle américaine sur Netflix. Il y a aussi beaucoup de choses dans le rap qui sont comme ça lancinantes. Et en fait, c'est pas possible. C'est-à-dire remettre de la valeur sur cet immatériel qu'est la création. Parce que sans création humaine, on ne peut pas réparer nos humanités. Et en plus, déjà que ce qui s'est passé là est irréparable, normalement, on devrait avoir des artistes pour nous recoudre, pour recoudre nos liens. Et quand il y a, par exemple, moi, je milite pour une société. Alors, vous avez dit métissée. Oui, métissée, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, en fait, une société qui s'additionne. C'est pas une soustraction. Je suis pas moitié noire, moitié juive. Enfin, c'est-à-dire, c'est une addition. Je suis entièrement noire, entièrement juive, entièrement française. Et en fait, c'est une addition. Ça ajoute. Mais aujourd'hui, malheureusement, avec les réseaux sociaux aussi, qui sont fondés sur l'humiliation, une jouissance à humilier, à dénigrer, etc. Malheureusement, les artistes n'arrivent plus à s'exprimer librement et sont dans l'autocensure. Et en cela, normalement, nos politiques devraient accompagner la liberté d'expression des artistes qui vont dans le sens de nos humanités. C'est pour ça que vous pouvez regretter effectivement qu'à la manifestation, il y avait très très peu finalement d'artistes, de sportifs, de gens qui représentent ce qu'on appelle les followers, qui auraient pu finalement porter un message. Et au contraire, on y a vu une absence remarquée. Et on a vu des gens, je ne voudrais pas citer son nom pour ne pas lui faire de publicité, mais des animateurs connus sur des chaînes connues et très suivis par cette jeunesse-là, tenir des propos qui sont justement, ils peuvent se le permettre en toute liberté de dire les choses contraires à la réalité et ne pas être interrompus. Oui, puis ne pas être en responsabilité de citoyen. Je crois qu'il y a un vrai fléau aussi par rapport à nos jeunes, c'est que les adultes ne sont pas matures et ne prennent pas leurs responsabilités et leurs devoirs à bras-le-corps. Si les gens qui ont 50 ans sont de cette immaturité totale et irresponsabilité en termes de citoyens et d'humains, bah c'est logique qu'ensuite on voit ce qui s'est passé dans le métro. Vous savez, il y a une expression que j'aime bien, une expression africaine qui dit que pour s'occuper d'un enfant, il faut tout un village. Mais il faut que les adultes de ce village soient totalement conscients de ce qui se passe. Voilà. Il y a un grand jazzman, Randy Weston, qui a fait un travail absolument exceptionnel avec les Gnawa. Et il disait quelque chose qui est très lévinassien, d'Emmanuel Lévinas, le philosophe. Il disait pour rentrer dans leur monde, il a fallu que je fasse un pas en arrière. Et je crois que ce pas en arrière, c'est celui peut-être de la désintoxication et de vouloir découvrir l'autre. Et en Israël, ici, où on a l'habitude de vivre une société absolument multiculturelle, cosmopolite, c'est peut-être cette expérience-là qui nous donne cette envie de vivre plutôt que de choisir de s'enfermer dans son clan ou de vouloir finalement être muet devant les phénomènes de société. Bien sûr. En tous les cas, je voulais vous remercier, Rachel Kahn, merci à vous. Pour ce moment chaleureux, ce moment de libre pensée. Ça fait tellement plaisir, c'est tellement rafraîchissant. Au nom de toute l'équipe de Tandem, de tous mes amis ici présents, vous dire merci et vous dire poursuivez. Il y a encore du chemin, mais avec des gens comme vous, on a peut-être une chance d'y arriver. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, merci beaucoup, et vous dire que je pense tous les jours à vous, que je suis profondément avec vous. Voilà. Merci Rachel Kahn. Merci beaucoup. Ce fut un grand plaisir d'accueillir Rachel Kahn sur Tandem TV. J'espère qu'on la retrouvera très bientôt. Sarah, tu voulais dire un mot Moi, je la trouve extraordinaire, fascinante. Et en fait, ce que je me demandais, c'est il faudrait une armée de Rachel Kahn, en fait, parce que si on en avait plusieurs sur le front, je pense que ça pourrait faire bouger les choses.
Complètement. C'est vrai, des gens qui ont à la fois le courage, la culture, qui sont présents dans les médias et qui peuvent porter cette voix, font beaucoup de bien, et on en a malheureusement trop peu. Trop peu. Et puis, il y a cette jeunesse, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais cette jeunesse de cette libre parole, voilà, on a l'impression de voir quelqu'un qui a compris que se battre, c'est pas nécessairement crier, mais c'est s'engager, et même contre l'adversité, poursuivre son chemin, se remettre en question, aller prendre une autre voie si des fois elle aboutit à une impasse. C'est quelqu'un qui est rafraîchissant, finalement. Complètement. Je suis d'accord. Oui, moi aussi, je suis d'accord et tout à fait d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Je pense qu'elle peut passer des messages très importants et effectivement, on voit la place des influenceurs aujourd'hui avec tous ces jeunes et effectivement, elle a beaucoup de messages à faire passer à toute cette jeunesse. Bravo, vraiment bravo. Voilà, sur cette note d'espoir, on va conclure l'émission de ce soir. C'était un grand plaisir de présenter cette émission pour Tandem TV autour de mes amis chroniqueurs. À très bientôt. Faites attention à vous.